Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à la conférence de presse du SNES-FSU. On a vérifié avant de commencer qu'il n'y avait pas une interview d'Emmanuel Macron pour être sûr de ne pas dire de bêtises ou de ne pas répondre à côté de la plaque. A priori, on est bon, on devrait pouvoir faire la conférence de presse sans trop de problèmes. Une conférence de presse qui s'inscrit dans une actualité toute particulière, notamment en raison de toutes les annonces que nous avons eues depuis quelques jours. On va faire une rapide présentation un peu des enjeux de la rentrée pour nous au SNES, en la faisant à trois voix, et puis après on pourra répondre à vos questions, et moi je serai aussi disponible à la fin pour enregistrer quelques réponses. Donc pour rappeler, moi je suis Sophie Vénétité, je suis professeure de sciences économiques et sociales, secrétaire générale du SNES, porte-parole également, et aussi en charge notamment des relations avec le ministère. Alors, vous dire que cette rentrée, elle est très particulière, je pense que tout le monde l'a vu. Il y a 3 points notamment qui ont attiré notre attention dans cette rentrée. D'abord, c'est clairement une rentrée où on trouve la mainmise d'Emmanuel Macron sur l'école, avec clairement un projet pour l'école qui se dessine dans un contexte bien particulier, qui est celui de quelle réponse aux émeutes. On sent vraiment de la part d'Emmanuel Macron qu'il y a une volonté de faire de l'école, en tout cas d'utiliser l'école, comme une réponse après les émeutes, mais en partant d'un constat qui, à notre sens, est largement faux. Emmanuel Macron s'est très largement exprimé sur un constat de décivilisation, sur des réponses qui passeraient par une désétatisation de l'école. À notre sens, tout ça va dans le mauvais, c'est un mauvais constat, et donc les solutions qui sont apportées nous semblent aussi aller dans une mauvaise direction, que ce soit dans une réponse à travers le développement du service national universel, notamment sur temps scolaire, mais aussi à travers les annonces qui sont faites sur une refonte du programme de l'EMC. On sent venir quand même cette volonté d'en faire un peu la bonne parole républicaine. Les annonces de la semaine dernière, notamment en disant qu'on allait pouvoir lire un texte par semaine et ensuite pouvoir l'étudier. Ça a quand même furieusement rappelé la lecture de la lettre de Guy Môquet il y a quelques années. Donc on est vraiment sur quelque chose de très prescriptif, descendant et à la main du pouvoir politique. Et nous on pense, en SNES-FSU, on pense que ça ne doit pas être ça la réponse aux émeutes. Finalement, les émeutes, elles ont montré beaucoup de choses, mais elles ont montré aussi et d'abord que nos élèves dans les quartiers populaires, pour eux, la devise républicaine reste extrêmement abstraite. Liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose qui est très abstrait au regard des nombreuses inégalités et discriminations qu'ils peuvent subir. Et donc pour nous, la réponse, elle passe par plus de services publics, plus d'écoles, plus de mixité sociale dans le système éducatif. Alors c'est vrai que ce matin, Gabriel Attal a beaucoup parlé d'émancipation par les savoirs. Il y a finalement tout un discours qui tient. Mais ce qui nous semble important, c'est de regarder aussi la réalité. Et de ce point de vue-là, il nous semble important de mettre l'accent sur un peu la rentrée en vrai. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et force est de constater que quand on compare les déclarations de Gabriel Attal ou du président de la République, en tout cas des 2 personnalités qui font visiblement office de ministre de l'Éducation nationale, on a quand même des choses qui sont extrêmement différentes des paroles qu'ils peuvent prononcer. Alors ça se voit sur différents points. Bien évidemment, la fameuse promesse d'avoir un prof devant chaque classe à la rentrée et que les remplacements soient assurés. Alors un prof devant chaque classe à la rentrée, est-ce que la promesse sera tenue ou pas? En tout cas, exactement comme l'an dernier, on s'aperçoit que les rectorats sont encore à ce jour en train de bricoler pour essayer de tenir cette réponse-là, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a encore aujourd'hui des rectorats qui passent des petites annonces sur Pôle emploi pour recruter des professeurs en collège ou en lycée. Certains se targuent de faire 3 à 4 jours de formation dans les prochains jours. On est quand même sur quelque chose qui est très insuffisant. On ne peut pas penser qu'on devient enseignant en 3 ou 4 jours. Donc quand bien même il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée, on a envie de dire mais à quel prix? À quel prix humain et à quel prix pédagogique? Parce que l'an dernier, nous avons quand même eu des retours de collègues contractuels qui ont abandonné qui avaient recruté en job dating et qui ont abandonné au bout de quelques semaines. Donc le prix humain et pédagogique de ce bricolage est très lourd à payer pour les élèves, mais aussi pour nos collègues.
Sur la question du remplacement. Alors, on se souvient tous de la promesse d'Emmanuel Macron d'avoir un remplacement systématique dès la rentrée. On a aussi entendu Gabriel Attal nous dire lors de son arrivée à la rue de Grenelle que chaque jour de l'année, chaque élève aurait bien un professeur devant lui. Là aussi, hein, on sait que la promesse ne sera pas tenue. Elle ne sera pas tenue et on le sait en regardant les textes du ministère lui-même, puisque dans la flopée de textes qui sont parus cet été, il y a notamment le texte sur les remplacements de courte durée, et nous avons donc eu la confirmation que cette promesse était en réalité une tromperie. Une tromperie à 2 titres. D'abord parce que on a bien vu que le remplacement, c'était pas du poste pour poste, c'est-à-dire quand il est assuré par un enseignant, il n'est pas forcément assuré par un enseignant de la discipline. Et ça, même le précédent ministre l'avait reconnu. Il avait reconnu que ça pouvait être un professeur de maths qui allait prendre l'heure d'un professeur de français pour faire des maths. Donc l'heure de français, elle est toujours perdue, ce n'est donc pas du remplacement. Et puis il y a aussi ces fameuses séquences pédagogiques numériques encadrées par un surveillant. Donc on se demande encore quel va être le contenu, puisque les choses sont encore relativement floues. Mais on n'est pas sur du remplacement, en plus de toutes les questions matérielles que ça va poser, hein, la capacité à assurer ces séquences pédagogiques numériques avec des AED qui ont déjà beaucoup de choses à faire et des salles informatiques qui, de toute façon, ne sont pas suffisamment bien équipées pour pouvoir assurer ces séquences pédagogiques numériques. Donc finalement, on a un discours politique, et on a la réalité. La réalité, c'est que ce gouvernement réinvente la permanence en 2023. Et on pense que on peut et on doit avoir une autre ambition pour nos élèves que de faire de la permanence. Alors, quelques autres éléments hein, sur cette rentrée en vrai, mais ça sera développé aussi par Manu et Gwen. Sur la question des salaires, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était 10% pour tout le monde sans contrepartie. On sait qu'avec les mesures du ministère de l'Éducation nationale, ça sera 5,5% en moyenne, que même si on y rajoute le dégel du point d'indice, comme le fait Gabriel Attal, pour gonfler un peu les chiffres, on est toujours très loin des promesses. Et surtout, on reste très loin de ce qu'il faudrait pour résoudre la crise d'attractivité de nos métiers. Et surtout, ce qui nous alerte, c'est que Gabriel Attal semble avoir fermé les discussions sur les salaires. Ce qu'il a dit ce matin, je crois qu'un certain nombre d'entre vous sont mieux placés que moi pour le dire, puisque vous l'avez suivi en direct. Voilà, il dit la promesse a été tenue, finalement le chantier il est fait. Nous, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on nous dise le dossier salaire, il est clos. Ça, c'est pas une réponse qu'on peut entendre. Donc là aussi, hein, il y a cette distorsion entre le discours et la réalité. C'est la même chose hein, sur ce qui se passe au collège avec la mise en place de dispositifs qu'on nous vend comme étant des dispositifs qui vont bénéficier à tous les élèves, qui vont permettre de mieux faire réussir les élèves. Dans les faits, et on y reviendra, c'est de toute façon pas comme ça que les choses vont se faire, parce que soit il n'y a pas les moyens qui ont été mis, soit la construction du dispositif est trop bancale pour faire en sorte que tous les élèves puissent en bénéficier. Vraiment, c'est dans les conditions qui seront pédagogiquement les plus adéquates. C'est le cas notamment de l'heure d'approfondissement et de soutien ou de devoirs faits sur lesquels on reviendra. Et enfin, dernier point sur lequel il est nécessaire de se confronter à la réalité, c'est la question de la lutte contre le harcèlement. C'est un impératif. On voit certains de nos élèves souffrir du harcèlement. Le harcèlement peut tuer. Il a tué l'année dernière. En tant qu'adulte dans les établissements, c'est effectivement insupportable pour nous. Et il faudra aller au-delà des effets d'annonce sur la volonté de lutter contre le harcèlement. Il faudra y mettre les moyens, mais aussi nous donner du temps pour pouvoir travailler comme il faut cette question dans les établissements scolaires. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui souvent, c'est la question du temps pour pouvoir échanger avec nos collègues, identifier les problèmes et surtout pouvoir les traiter. Enfin, pour finir cette première approche, je voudrais juste dire qu'il y a cette rentrée en vrai qui est complètement décalée de ce que peuvent dire Gabriel Attal et Emmanuel Macron, mais il y a aussi un certain nombre de signes qui montrent que on est capable d'agir et on est capable de faire bouger les lignes. Et ça nous semble intéressant dans ce début d'année de montrer que l'action syndicale et l'action que nous on a menée au SNES-FSU, elle peut payer, elle peut permettre de faire avancer les choses. Alors
Là-dessus, il y a 2 à 3 éléments qui nous semblent très intéressants. C'est d'abord la question du pacte. Sur la question du pacte, nous, au SNES-FSU, on fait l'analyse qu'on a gagné la première manche. On a mené une campagne offensive tout au long du 3e trimestre l'an dernier pour expliquer à nos collègues que le pacte n'était pas de la revalorisation, que le pacte allait faire beaucoup de mal à leur métier, que le pacte allait attaquer nos statuts, que le pacte allait aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes, que le pacte finalement faisait reposer sur nous des responsabilités qui normalement relèvent de l'institution. Et on se souvient que Papendiaï notamment annonçait 30% de professeurs pactés, voire même dans des élans d'enthousiasme assez incontrôlés, 40%, 60% en éducation prioritaire. Aujourd'hui, on a eu la confirmation juste avant que l'équipe précédente s'en aille qu'il n'y avait pas 30%. Et aujourd'hui, le ministère ne veut même pas donner de chiffres. Donc nous, on pense que voilà, on a gagné la première manche, on va se mettre en ordre de bataille pour gagner la deuxième, pour gagner le deuxième set et pour gagner le match, c'est-à-dire pour gagner l'abandon du pacte et le fait que les sommes qui sont prévues pour le pacte aillent bien dans une revalorisation sans contrepartie. On a aussi fait bouger les lignes sur la question du baccalauréat et sur la question à la fois du bac, les épreuves en terminale et les épreuves en première avec ce qui s'est joué et ce qui a été annoncé sur l'épreuve de français. Tout ça, c'est des choses que le SNES-FSU a porté dès la mise en place de la réforme, en pointant finalement tout ce qui allait arriver. On a mené aussi un travail de conviction auprès des parents d'élèves, auprès de l'opinion publique, et ça montre que finalement ce travail-là, il peut porter ses fruits et qu'on a eu raison de le faire, mais aussi que finalement le pouvoir et le ministère voudraient bien nous écouter quand on énonce un certain nombre de choses. Si Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron nous avaient écoutés dès 2018-2019, on n'aurait peut-être pas perdu 3 à 4 ans, on n'aurait peut-être pas sacrifié 3 à 4 générations d'élèves. Donc ça, c'est quand même des éléments qui, à notre sens, sont particulièrement importants et des points d'appui pour cette année sur lesquels, à notre avis, on peut gagner encore un certain nombre de choses. Il y a ce qui va se jouer à très court terme sur le pacte, les discussions qu'on va avoir dans les tout prochains jours sur le bac pour savoir quels sont les ajustements sur Parcoursup ou sur les programmes. Mais en tout cas, nous, on considère au SNES que ça nous lance vraiment sur une dynamique de mobilisation avec les collègues pour finalement arriver à gagner un certain nombre de choses. Quelques compléments sur notamment la question salariale. Je reviendrai aussi sur quelques nouveautés ou annonces par rapport aux vies scolaires. Et puis quelques non-annonces sur les suites de la réforme des retraites. Sur la question salariale, Sophie l'a évoqué, déjà, on est sur au cœur de la question de la revalorisation, même si la question de la revalorisation ne se limite pas à cette question salariale, il y a aussi la question du temps et de la qualité du travail qui est importante pour une véritable reconnaissance, et aussi la reconnaissance de l'autonomie, de la liberté pédagogique. Ce sont tous ces éléments-là qui font qu'on a des jeunes collègues qui se tournent vers le métier et qui y restent. Mais sur la question de la revalorisation salariale, il est clair qu'on fait le constat d'une revalorisation qui est tout à fait insuffisante. Le ministre veut penser que le sujet est derrière lui. Il se trompe lourdement. Et il y a une responsabilité qui est partagée avec son collègue de la fonction publique, Stanislas Guerini, puisque la base de cette revalorisation, d'absence de revalorisation, c'est ce qui s'est joué cet été sur la valeur du point d'indice, valeur du point d'indice qui a été réévaluée donc, de 1,5%, très très loin de l'inflation, donc une revalorisation du point d'indice qui entérine un décrochage général des salaires dans la fonction publique et qui fait qu'on ne peut pas avoir une politique de revalorisation sectorielle qui joue pleinement son rôle. Nous, on revendique, on le rappelle, un réancrage
de la valeur du point d'indice sur les prix, qui permettrait de sortir de la spirale dans laquelle on retombe tout le temps, où quand on a des mesures un petit peu positives, eh bien, elles sont très rapidement effacées, notamment en période de forte inflation. Là, c'est quelque chose qui est vraiment marqué, puisque quand on cumule toutes les mesures, 1,5% sur la valeur du point d'indice, des mesures socles qui en moyenne représentent 5,5% de la masse salariale des personnels concernés, mesures socles qui sont censées répondre à la promesse d'Emmanuel Macron, qui en campagne avait parlé de 10% pour tous et toutes sans condition. Donc ça, c'est 5,5%. Et donc concrètement, la réalité de ce que ça donne, eh bien, c'est que là aussi, contrairement à ce qui est dit et redit, tous les professeurs à cette rentrée ne seront pas au-dessus de 2000 ou de 2100 euros, puisqu'on est toujours avec des collègues stagiaires nouvellement recrutés qui vont être nettement en dessous des 2000 euros, à 1840 euros. Alors qu'on parle de collègues qui, pour la plupart d'entre eux, vont être à temps plein devant leur classe, et donc on est loin là aussi d'un des versants de la promesse. Quand on dit 5,5% en moyenne sur les mesures socles, ça se traduit par 70% des collègues qui, à cette rentrée, vont avoir une augmentation inférieure à 5,6%. Quand je dis ça, j'englobe les mesures socles et la mesure concernant la valeur du point, c'est-à-dire ce qui va vraiment tomber sur le bulletin de salaire du mois de septembre. Donc si on décompose un petit peu les choses, la mesure socle qui concerne donc a été doublée. Ça, il faut bien avoir en tête que c'est l'élément central qui fait que cette revalorisation socle, qui est insuffisante, mais au moins elle concerne tout le monde. Dans les premières discussions qu'on a pu avoir au début du printemps, c'était pas les pistes envisagées. On était parti sur, le ministère était parti sur des pistes dans lesquelles c'était essentiellement la prime d'attractivité qui allait constituer ces mesures socles. Auquel cas, on aurait eu non pas 70% de collègues qui auraient vu une augmentation jusqu'à 5,5%, mais 70% qui se seraient contentés de la mesure fonction publique, donc des 1,5. Ça, c'était quelque chose qui était évidemment inacceptable pour nous. Donc c'est clair que Sophie a évoqué des premières victoires qu'on peut dire qu'on a engrangées. Eh bien, une de ces premières victoires, ça a été cette histoire d'obtention d'un vieux mandat du SNES, donc de doublement de l'ISO, qui fait que concrètement, c'est 92 euros net par mois pour tout le monde, pour tous les enseignants. Il y avait des petits détails qui fait que, par exemple, les enseignants documentalistes qui n'ont pas la même indemnité, leur indemnité est venue rattraper le niveau de l'ISO, ce qui est là aussi tout à fait positif, et c'est une bagarre qu'on a menée depuis longtemps. Maintenant, si on regarde donc le reste des mesures, donc il y a la prime d'attractivité qui est revue. Cette prime d'attractivité, on avait déjà dénoncé le fait qu'elle avait tendance, comme elle est versée sur les débuts de carrière, à écraser ces débuts de carrière. On a toujours ce défaut-là, puisque là, on va rentrer dans une période où il va falloir 17 ans pour un collègue titularisé pour passer de 2100 euros à 2500 euros. 17 ans pour progresser de 400 euros, c'est quand même pas un élément qui est très vendeur pour les collègues, et qui n'est pas, on n'est clairement pas dans la reconnaissance de l'amélioration de la qualité de l'enseignement qui se fait avec le travail, avec l'expérience. Nous, on défend ce principe de carrière qui fait qu'on est meilleur au bout de 10 ans et que ça doit se rémunérer. Là, c'est clair qu'on est loin de ça. Et donc, évidemment, c'est aussi un élément, ça, qui va contribuer à pousser, j'ai envie de dire, les collègues vers des solutions alternatives pour voir leur rémunération augmenter. La solution alternative aujourd'hui, c'est le pacte, mais comme Sophie le rappelait, pour l'instant, on a quand même
plutôt des échos qui indiquent que les collègues résistent fortement à ça, et ils ont de bonnes raisons, c'est que les conditions qui sont faites par rapport à ce pacte eh bien, sont très négatives en termes de qualité du travail. Si on fait un petit point rapide sur les non-titulaires qui sont extrêmement nombreux, puisque on a toujours énormément de postes qui ne sont pas pourvus. Pour les non-titulaires, la revalorisation, c'est là aussi très insuffisante, et se décline en toujours les 1,5% de point d'indice, puisque les non-titulaires aussi sont payés sur la base du point d'indice. La prime d'attractivité, pour eux, c'est une augmentation uniforme pour tout le monde, donc qui représente 20 € net par mois. Et puis le doublement de l'ISO, alors qui du coup pour les non-titulaires, ça ne donne pas 92 €, ça donne 87, parce que les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. Et donc ils sont désavantagés de ce point de vue-là. Et donc on arrive à un total assez, pas uniforme, parce que la partie évidemment 1,5% du point d'indice va se moduler en fonction des niveaux de salaire, mais qui sont quand même il y a assez peu de progression chez les non-titulaires, donc on est sur une base de 128 € net d'augmentation pour les non-titulaires en début de carrière, entre guillemets. Autre catégorie de personnel pour lesquels on attendait beaucoup en termes de revalorisation, ce sont les AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap. Donc là, il y avait c'était plus qu'une promesse, puisque avait été budgétée une augmentation de 10% sur les 4 mois qui restent de l'année, à partir de septembre, de 10% de la rémunération des AESH. Ça a été assez long, assez compliqué pour le ministère de définir la modalité de mise en œuvre de cette augmentation. Et pour cause, parce qu'à la base, les AESH ont une grille salariale. Alors, on se tarde d'avoir obtenu, parce que c'était pas rien à l'époque d'obtenir une grille pour des personnels contractuels, mais qui est tout à fait indigente, qui part du minimum fonction publique et qui ne progresse que très très peu, je vais y revenir. Donc cette grille a été un petit peu revue, mais juste parce qu'elle avait été complètement mangée par la hausse du minimum fonction publique qui régulièrement grignotait les premiers échelons sans qu'ils touchent au reste. Donc on était arrivé à une situation où les 9 premières années de l'AESH étaient toutes au même niveau. Donc la grille a été un petit peu revue, mais très très peu finalement, puisqu'on se retrouve avec une progression extrêmement réduite sur les 12 premières années. Pour passer le cap des 1000 €, on met quasiment une douzaine d'années, alors qu'on démarre maintenant à 960 €. Vous avez tout le détail des chiffres dans le dossier. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on est très très largement en deçà de ce qu'on revendique pour les AESH, puisque ce qu'on revendique, c'est une grille qui soit l'équivalent des personnels de catégorie B, parce que c'est à ça que correspond leur niveau de recrutement, de qualification et ce qu'on attend d'elles et eux. Et donc, et puis non seulement on demande une grille, mais on revendique, la profession avec nous revendique la création d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour mettre fin à la précarité qui est la leur et pour reconnaître bien la nécessité qu'il y a d'avoir des accompagnants en situation de handicap dans les établissements qui soient pas précaires comme ils le sont aujourd'hui. À côté des AESH, on a les AED, les assistants d'éducation, les surveillants. Alors pour elles et eux, c'est pas compliqué. J'allais dire c'est rien. Si, c'est 1,5% de la valeur du point d'indice. Les points barres, il n'y a pas il n'y a aucune autre mesure pour les AED. Et sachant que les AED, qui depuis la rentrée précédente peuvent être ont accès au bout de 6 ans au CDI, mais vraiment c'est pas un droit. Il peut y en avoir quelques-uns qui accèdent à un CDI. Eh bien, pour ceux qui accèdent à un CDI, c'est un point d'indice de plus que pour ceux qui sont en CDD. Donc un point d'indice en net, c'est 4 € par mois. Donc, ça pourrait faire sourire si c'était un peu moins tragique. Et donc pour revenir sur ces deux catégories, j'imagine que vous avez encore en mémoire
les annonces d'Emmanuel Macron à la conférence nationale sur le handicap, hein, où il lance cette idée des assistants de réussite éducative, hein, des ARE, qu'il présente comme le résultat de la fusion des métiers des AED et des AESH. Alors, on n'a pas, pour l'instant, de texte ni quoi que ce soit. On sait que le ministère travaille sur cette hypothèse. On ne sait pas encore quelles vont être exactement les pistes qui seront proposées. On espère bien qu'il n'y aura pas de pistes du tout qui vont dans ce sens-là, parce qu'on considère que c'est vraiment une catastrophe si ça se remet, si ça arrive sur le terrain. Une catastrophe parce que c'est une négation complète de la spécificité de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un retour en arrière avant 2014, et encore, on va remonter un peu plus loin, c'est-à-dire 2014, c'est le moment où on crée le statut, entre guillemets, des AESH, hein, et où on entérine le fait que, bah oui, c'est un métier à part, c'est pas des AED+, c'est pas, non, c'est un métier à part, ils ne doivent faire que ça, ils doivent se former pour ça. On n'est pas allé encore jusqu'au stade de la création du corps de fonctionnaires, mais ce serait la suite logique pour nous. Les ARE, hein, ce serait vraiment la négation de ça, puisque ça reviendrait à dire, bah voilà, il y a des personnels précaires dans les vies scolaires, et ces personnels vont pouvoir accompagner aussi bien les élèves en situation de handicap, ou eh bien, faire les permanences, faire ce que Sophie évoquait tout à l'heure, l'encadrement d'une séquence pédagogique numérique dont on ne sait pas trop d'où elle viendra, pour soi-disant remplacer un professeur, hein, alors qu'on est déjà dans une situation où les vies scolaires sont extrêmement tendues, hein, en termes d'effectifs, de moyens, et donc on ne peut pas se permettre, hein, ni pour les vies scolaires, ni pour les élèves en situation de handicap et leurs accompagnants, d'opérer ce retour en arrière. Donc on espère bien qu'on va pouvoir susciter la mobilisation la plus large possible contre ces projets qui sont tombés un petit peu de nulle part lors de cette conférence, hein, et qui ne vont absolument pas ni répondre aux enjeux, ni proposer quelque amélioration que ce soit pour les personnels, bien au contraire. Et un dernier point très rapide, hein, que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur les suites de la réforme des retraites, évidemment réforme des retraites, hein, qui va créer des difficultés énormes parce qu'on a sa mise en application sur les fins de carrière des collègues. Et il faut se souvenir que ce qui a été présenté comme un des points positifs de cette réforme, c'est la généralisation de la retraite progressive et la généralisation notamment aux fonctionnaires. Le problème, c'est que cette généralisation, les décrets sont parus, hein, il y a eu des décrets 4 août qui sont parus, qui permettent effectivement en théorie de faire en sorte que des collègues, alors avec pas mal de conditions, peuvent bénéficier de cette retraite progressive au 1er septembre, sauf que cette publication des décrets n'est absolument pas accompagnée réglementairement et même de façon opérationnelle dans les ministères. La Direction générale de la fonction publique n'a absolument pas fait le travail derrière. Il y a aujourd'hui, je vais encore vérifier avant de descendre, il n'y a rien sur, il n'y a pas l'outil qui va permettre aux collègues de faire la demande. Voilà. Parce que bon, il faut être en temps partiel, il faut avoir cotisé 150 trimestres, il y a un certain nombre de conditions. Mais les collègues qui y ont droit au 1er septembre, ils n'ont pas l'outil pour le faire. Et le jour où ils auront l'outil, le droit, ils se le verront accorder un mois après. Donc ils vont se faire gruger, il n'y a pas d'autre mot, sur ce petit bonus qui est loin, hein, de ce qu'on revendique. Hein, c'est un retour à une cessation progressive d'activité, hein, qui permet là réellement, hein, pour les collègues, non pas pour atteindre 64 ans, mais pour atteindre 60 ans dans notre idéal, hein, et bien de lever le pied et d'atterrir tranquillement vers la retraite. Donc là aussi, on est très loin de ce que les personnels revendiquent et attendent. Et il ne faudra pas s'étonner si on découvre dans les mois et les années qui viennent qu'on continue à avoir des collègues, soit qui ne tiennent pas le coup et qui ont des congés longs, etc., soit qui demandent à aller voir ailleurs et font valoir des ruptures conventionnelles ou démissionnent, et aggraveront de ce fait les problématiques de remplacement à l'éducation nationale.
Alors, je poursuis. Ce matin, le ministre a donc annoncé le choc des savoirs. C'est quelque chose que nous connaissons bien dans le collège déjà depuis janvier. On a quand même eu un électrochoc des savoirs, plus exactement, un électrochoc des disciplines avec la suppression de la technologie en classe de 6e en janvier dernier, qui a amorcé une réforme à bas bruit du collège. C'est un collège qui se dessine avec 2 vitesses. On le mesure bien, le président Macron qui annonce une rentrée anticipée pour les élèves les plus fragiles, mais aussi du soutien pour ces mêmes élèves qui seront très certainement un peu plus nombreux dans l'accompagnement au devoir, qui est le nouveau nom de devoir fait en 6e, qui devient obligatoire, mais pas forcément pour toute l'année, pour tous les élèves. Des élèves plus fragiles aussi qui seront certainement captés un peu plus que d'autres par le nouveau dispositif à partir de la classe de 5e qui est la découverte des métiers. On sent bien finalement un collège à 2 vitesses où les élèves les plus à l'aise pourront en 6e approfondir les programmes dans le cadre de l'heure de soutien ou d'approfondissement. Les meilleurs élèves approfondiront les programmes, donc dans l'heure d'approfondissement. C'est pour nous une véritable offensive contre le collège unique. Nous tenons au SNES-FSU à ce que les jeunes apprennent ensemble des savoirs qui sont organisés autour d'une culture commune, qui leur permettent surtout de découvrir l'ensemble des disciplines de manière organisée, de manière progressive. Et la suppression de la technologie en 6e montre bien dans quel état d'esprit se place le ministère. C'est supprimer des disciplines pour les resserrer autour de savoirs fondamentaux qui sont certes utiles, mais qui ne permettent pas à tous les jeunes de s'y retrouver. Nous pensons que travailler l'ensemble des disciplines permet justement aux élèves de progresser, de réussir et de se projeter. Au collège, nous avons besoin de temps, Sophie le disait, et nous sommes véritablement persuadés qu'avec le pacte, avec les certifications en tout genre qui nous arrivent, la nouvelle là, qui arrive en 3e avec Greenpeace, notamment sur les capacités environnementales qui seront attendues des élèves, nous allons davantage vers des prescriptions, vers des injonctions qui éloignent les collègues du cœur du métier, à savoir ce qui se passe dans la classe. Il nous faut du temps pour construire des collectifs de travail, des collectifs professionnels, pour répondre à la fois aux difficultés d'apprentissage des élèves, aux difficultés d'orientation et aussi aux difficultés liées à la situation de harcèlement, des équipes pluriprofessionnelles complètes. Mais il faut du temps pour se rencontrer et la réorganisation du collège telle qu'elle se dessine actuellement, nous pensons véritablement qu'elle ne va pas dans le bon sens et qu'elle est plutôt encline à aller vers un collège à 2 vitesses qui ne profitera pas, hélas, à tous les élèves. Évidemment, sur le lycée, l'actualité, Sophie disait, c'est ce qui se joue sur le lycée, sur le bac. C'est en tout cas pour nous un élément important, cette rentrée, de savoir qu'enfin le report des épreuves que nous demandions au SNES-FSU depuis 4 ans est enfin acté, que les collègues vont pouvoir s'organiser de cette façon. Cela laisse de nombreuses questions encore en suspens, notamment la question des programmes qui seront à organiser d'ici juin prochain. Mais pour nous, c'est une première étape, c'est une première victoire qui en appelle d'autres. Il est évident que nous souhaitons réorganiser le lycée Blanquer, le remettre totalement à plat, retrouver une organisation des enseignements qui soit cohérente déjà sur le lycée, reconstruire des classes avec des enseignements qui soient cohérents entre eux, des enseignements qui soient aussi cohérents avec l'enseignement supérieur. Il y a pour nous par exemple la nécessité sur la classe de terminale de retrouver les 3 enseignements de spécialité, de faire aussi que le grand oral soit totalement remis à plat en fin de terminale, de revoir l'épreuve anticipée de français en première et de faire au global que l'ensemble des programmes soient revus, réarticulés entre le tronc commun, les enseignements de spécialité et des programmes surtout qui doivent être allégés pour que le lycée retrouve comme priorité les apprentissages et non l'évaluation et l'orientation, cette course effrénée que nous avons connue depuis 4 ans. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, ce report des épreuves de spécialité, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons aller plus loin, notamment en faisant aussi que Parcoursup soit enfin déverrouillé. Pour nous, Parcoursup est en train de guider complètement l'organisation du lycée. C'est une première étape avec ce report des épreuves de spécialité, mais il faut aller plus loin. Nous souhaitons revoir une hiérarchisation des vœux, faire en sorte que les lycées soient anonymisés, renoncer aux projets motivés pour les élèves, faire en sorte surtout que le bac redevienne le premier grade universitaire qui permet aux élèves d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc nous sommes au début d'une évolution que nous souhaitons être la plus forte possible et nous appelons les personnels à aller très loin dans les mobilisations pour faire en sorte que le ministre les entende. Cela fait 4 ans que nous demandions le report des épreuves de spécialité au mois de juin. Nous sommes enfin entendus.
Cela n'est pas suffisant pour nous, mais c'est une première étape particulièrement importante. Nous évoquions tout à l'heure avec Sophie la question des remplacements de courte durée. Rappelons-le, le remplacement de courte durée, c'est un acte pédagogique. Ce n'est pas une capsule vidéo déconnectée d'une progression qui permettra aux élèves de mieux réussir, de mieux comprendre. Le remplacement de courte durée nécessite d'être avec un enseignant que les élèves connaissent. Il y a donc une organisation spécifique qu'il faut mettre en place dans les établissements et ce n'est pas le pacte qui va résoudre ce problème. Là où nous pensons nécessaire de réfléchir au remplacement de courte durée, c'est par la question du recrutement. Quand on regarde la façon dont les CAPES ont été très peu pourvus, encore une fois, avec des candidats très nombreux qui ne se présentent pas, plus de 16% des postes qui restent vacants à l'issue des sessions de juin dernier. Il y a pour nous vraiment une urgence à faire que nos métiers soient revalorisés. Évidemment, c'est la question salariale, mais faire aussi que la question de la formation universitaire qui dirige vers nos métiers soit sécurisée par un plan pluriannuel de recrutement qui donnera de la lisibilité aux étudiants, faire aussi que des pré-recrutements soient possibles dès la licence et surtout que des listes complémentaires à chaque session soient organisées. Nous avons une demande immédiate, par exemple, c'est de faire que les admissibles qui n'ont pas été retenus sur les concours à la session dernière puissent bénéficier d'une allocation pour se préparer sans avoir autre travail, mais se préparer pour les prochains concours l'an prochain et faire en sorte qu'ils soient admis, parce que nous avons besoin d'avoir de nouveaux collègues, du sang neuf. Il y a des besoins en recrutement dans l'éducation nationale, mais nos métiers, tellement dégradés, tellement dévalorisés, nécessitent un plan pluriannuel de recrutement pour faire que les jeunes étudiants se destinent à ces métiers particulièrement importants. Alors, pour finir là-dessus, juste rappeler que Gabriel Attal, à plusieurs reprises, a dit qu'il voulait être audacieux. Il l'a dit lors de sa prise, lorsqu'il est arrivé rue Grenelle, je crois qu'il l'a redit ce matin, qu'il fallait être audacieux. Nous, on attend surtout de lui qu'il s'occupe des vrais problèmes. C'est surtout ça qu'on va attendre de lui. Et force est de constater que hier soir, il nous a annoncé des choses sur le baccalauréat, mais il a aussi annoncé des choses sur les abayas. Alors, je savais que vous attendiez tous ce moment, parce qu'on n'a pas suffisamment parlé depuis hier soir. Voilà. Mais donc, il a aussi annoncé des choses sur les abayas, et là-dessus, nous, on voudrait être très clair. Ce n'est pas le principal problème de la rentrée. Voilà. Le principal problème de la rentrée, c'est les effectifs dans les classes, c'est les profs qui manquent, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite assurer le déroulement de l'année. Le problème, c'est ça aujourd'hui le problème principal de l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire que la question des abayas n'existe pas, mais il ne faut pas la surestimer, il ne faut pas la sous-estimer. Ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir, c'est finalement rappeler un principe, rappeler notamment le nécessaire respect du principe de laïcité en s'appuyant sur la loi de 2004. On va être extrêmement attentif aux consignes comment est-ce qu'il va décliner ça en termes de consignes dans les établissements scolaires. Puisqu'à notre sens, il n'y aurait rien de pire que de jouer la carte de la crispation et de la tension. La carte qu'il faut jouer, c'est celle du dialogue, parce que dans le dialogue avec les élèves concernés, pour leur expliquer, pour dialoguer aussi avec leur famille, parce qu'il n'y aurait rien de pire en fait que ces élèves-là, ces familles-là, par des formes de provocation, de malentendus, de crispation, se détournent de l'école publique pour aller ensuite dans les établissements confessionnels, dans le privé, parce que finalement, elle serait là, la défaite de l'école républicaine, que des élèves quittent l'enseignement public parce qu'on n'a pas été capable de bien expliquer les choses et de les accueillir. Et Gabriel Attal, qui se targue d'être le grand défenseur de l'école républicaine, doit l'entendre aussi, et il doit entendre que le traitement de ce dossier-là doit passer notamment par du dialogue, en tenant l'équilibre, faire respecter le principe de laïcité et être dans le dialogue avec les élèves et les familles. Alors, s'occuper des vrais problèmes, ça va être surtout travailler la question des effectifs. Gabriel Attal évoque un grand plan de reconnaissance du métier enseignant. Nous, on a des propositions à lui faire. Par exemple, 24 élèves en collège, 24 élèves dans les classes de collège, 20 en éducation prioritaire, 30 dans le cycle terminal. Ça, c'est des propositions qui peuvent faire partie d'un plan d'attractivité de notre métier. La revalorisation sans contrepartie telle qu'on l'appelle, voilà aussi des propositions qu'on va mettre sur la table. Et très clairement, le dossier
revalorisation, le dossier salaire, pour nous, n'est pas clos. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Et puis, pour finir, hein, si Gabriel Attal se dit très audacieux, en tout cas vouloir faire preuve d'audace, peut-être que faire preuve d'audace, en tout cas en contrepoint avec l'un de ses prédécesseurs, ça va être faire vraiment vivre le dialogue social, contrairement à par exemple ce qu'avait pu faire Jean-Michel Blanquer. Ça va être un élément décisif parce que Gabriel Attal arrive à un moment quand même assez charnière pour l'éducation nationale, un moment où les personnels ne vont pas bien, un moment où l'école ne va pas bien, ce qu'on attend de lui, ce qu'on exige de lui, c'est qu'il puisse aussi entendre nos alertes et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que pour le baccalauréat, où il a fallu 3 à 4 ans pour qu'on puisse être entendu. Gwen le disait, hein, c'est une avancée, c'est une avancée à mettre au crédit de ce qu'on a fait, le report des épreuves du bac, mais à quel prix ? Et il serait absolument terrible pour l'éducation nationale qu'on sacrifie encore pendant plusieurs années soit des générations d'élèves, soit des cohortes de professeurs parce qu'on n'est pas entendu. Donc nous avons, au SNES-FSU, nous avons l'expertise du terrain, puisque nous sommes encore d'ailleurs tous enseignants dans nos classes. On va faire notre rentrée chacun dans nos établissements à la fin de la semaine. Et donc la nécessité, c'est qu'ils nous écoutent sur les sujets qu'on a développés, mais aussi sur d'autres sujets. Je pense par exemple notamment à la question de la transition écologique, sur laquelle il annonce des choses dans les semaines à venir, mais quand on regarde là aussi les sommes qui sont mises en jeu, il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc c'est une rentrée où l'éducation est au cœur des débats. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les choses avancent dans l'intérêt de nos collègues et des élèves, qu'on ne soit pas ballotté sans cesse entre le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale, et qu'enfin on soit écouté, puisque les choses le montrent, ce qu'on porte va dans l'intérêt des élèves et de nos collègues. Voilà. Donc, on peut maintenant répondre à vos questions si vous en avez, avant une petite séance de questions-réponses après devant le micro, si vous en avez aussi. Mais on sait que votre journée a été longue. Et qu'il n'est pas fini. Peut-être sur le bac. Oui. Comment... bon, alors, il y avait ces dysfonctionnements effectivement l'année dernière dans certains établissements. Les élèves n'étaient pas assidus, en tout cas les élèves de terminale. Mais que va-t-il se passer si on sait maintenant qu'effectivement on s'y attendait quand même depuis quelques mois, les épreuves sont reportées, les épreuves de spécialité sont reportées au mois de juin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fonctionnement des établissements? Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'enseignants mobilisés sur le bac du coup au mois de juin. Est-ce que ça signifie que les élèves de seconde et première vont être plus nombreux à ne pas avoir cours en juin de ce fait? Alors, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir dans les 10 prochains jours avec le ministère. Donc, ce qu'on a cru comprendre là, dans les échanges qu'on a eus, un peu, je crois que c'était annoncé aussi Gabriel Attal, c'est que les élèves de seconde vont vraisemblablement être mobilisés sur des stages, alors stages entreprises, associations, administration, le SMU, bien évidemment. On nous a parlé aussi, en tout cas ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'il y avait la volonté de développer la mobilité internationale, notamment pour les élèves qui sont dans des lycées aux IPS les plus faibles. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Toujours est-il que là-dessus, il faudra, à notre sens, il y a des choses à regarder, mais il y a aussi 2 écueils à éviter. Le premier, c'est que dans ce qui concerne les stages, il faudra absolument faire attention à ce que nos élèves ne concurrencent pas les élèves de la voie professionnelle. Ça, c'est un élément qui est absolument incontournable. Par ailleurs, on sait aussi que la recherche de stage est socialement marquée. Il faudra en tout cas faire très attention à ce que on ne se retrouve pas comme on se retrouve parfois sur une classe de 3e avec des stages des stages REP, REP+, et des stages quartiers favorisés. Voilà. C'est-à-dire qu'on entérine le fait que de toute façon, il y a plein de cours qui sauteront en juin, quoi. En gros, les 15 derniers jours de juin, il n'y a plus cours, quoi. Mais déjà, on peut voir que dans l'organisation que nous avons connue pendant 4 ans, mais plus précisément en juin dernier, puisque c'était la première année où véritablement les épreuves avaient lieu en mars, beaucoup d'établissements ont dû libérer leurs élèves de seconde à partir de début juin, parce que de toute façon, il y avait les épreuves à anticiper de français organisées, les écrits, mais aussi le grand oral organisé, l'épreuve de philo, et les établissements ont besoin à la fois d'organiser les salles, mais les équipes aussi sont convoquées pour des épreuves.
je pense aussi aux épreuves de BTS par exemple. Donc finalement, l'organisation de juin dernier n'avait rien à envier au calendrier précédent et on sait que le mois de juin, de toute façon, dans les lycées, est systématiquement percuté par la question des examens. Alors peut-être qu'il y a une réflexion à avoir, nous y sommes prêts, en tout cas nous sommes prêts à avoir cet échange avec le ministre, mais Sophie a pointé les deux écueils, et puis il y a aussi un élément important pour nous, c'est que nous ne souhaitons pas que les épreuves de philosophie et l'épreuve anticipée de français soient avancées, soient en tout cas repoussées plus exactement dans le calendrier. Il faut que les collègues aient du temps pour corriger. Pensons aux collègues de français qui enchaînent en plus avec les corrections d'épreuves de spécialité, mais aussi avec l'épreuve de BTS, en plus des écrits et des oraux de français. Donc repousser les épreuves tardivement fin juin de la philo et du français, pour nous, ne serait vraiment pas une bonne solution. Donc il y a un sujet là qui est effectivement assez complexe. Nous sommes prêts à en discuter, mais il faut vraiment que la prise en compte des réalités des établissements l'emporte et qu'on mesure bien que l'intérêt de nos jeunes et des élèves de terminale, c'est d'avoir du temps tout au long de leur année pour se préparer. Et dernière question sur le bac après j'arrête. Mais est-ce que vous ne craignez pas quand même d'affaiblir le bac? Parce que de facto, le bac maintenant, c'est du contrôle continu, quoi, quasiment. À terme, on le sait bien, le SNPDEF, vous avez des gens qui militent quand même pour l'abandon du bac et un passage total en contrôle continu. Voilà. C'est pas, on n'a plus. En plus, les jeunes sauront très tôt, comme cette année, leur orientation par le biais de Parcoursup. En juin, ils savent s'ils sont pris dans telle ou telle formation, etc. Donc ça arrive vraiment en bout de chaîne, là, le bac. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de ce qu'apportent des épreuves nationales et terminales. Elles donnent un objectif commun, elles donnent un horizon commun à tous les professeurs et à tous les élèves de toutes les académies. Et en gros, tout le monde va courir vers ce même objectif. Et ça va aussi permettre, par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur comment est-ce qu'on objective les notes dans Parcoursup, ça permet quand même de donner ce cadre dans lequel les élèves et les professeurs vont pouvoir s'insérer. Ensuite, il y a un sujet Parcoursup, on l'a dit. Par exemple, nous, on demande d'aller plus loin dans l'anonymisation de Parcoursup. Ça, c'est aussi un team qu'on n'est pas allé assez loin là-dessus. Vu le fait de pouvoir se donner plus de temps pour préparer les épreuves, d'avoir des programmes qui vont nous emmener jusqu'à la fin de l'année, on fait aussi, je ne vais pas dire le pari parce que c'est pas un pari, mais vu qu'on connaît nos élèves et qu'on sait comment les choses se sont passées les années précédentes, qu'on va pouvoir tenir le rythme d'une année et pouvoir ainsi travailler avec nos élèves jusqu'au bout. Après, oui, on entend ce que disent d'autres organisations, on entend ce que disent les pères fondateurs de cette réforme, et en même temps, tout ce qu'ils nous ont dit jusqu'ici a plus posé problème qu'autre chose. Donc, voilà. Et on entend aussi les collègues du supérieur qui nous disent que eux, ils attendent d'avoir de jeunes étudiants qui ont fait une année terminale complète et pas qu'ils l'ont arrêté 6 mois avant la rentrée. Vous en avez aussi qui ne sont pas contents. Hein. Oui, ça on sait. Ouais. Peut-être Violaine, allez-y. Ouais. Après, on va faire peut-être le tour comme ça. J'avais une petite question, moi, qui n'a aucun rapport avec le bac, sur les formations hors temps scolaire, hors temps devant élèves, dont le ministre a parlé ce matin, en disant que c'était un peu la mère des batailles pour gagner pour reprendre le terrain sur les heures perdues. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va répondre, je pense, à plusieurs fois, mais d'abord, un chiffre qui est issu d'un rapport de la Cour des comptes, c'est le nombre de jours de formation par enseignant du second degré. C'est 1,6 jours par an par enseignant du second degré. Donc voilà, je pense que déjà, ça remet les choses en place sur les profs qui partiraient en formation pendant les heures de cours. À l'échelle d'un professeur, un professeur finalement ne s'absente pas comme ça pendant ces heures de cours pour aller se former. Ça, c'est la première part, parce qu'on a vu passer un peu tous les chiffres depuis plusieurs mois, sur les millions d'heures perdues, etc. Donc là, on va remettre les choses en perspective. Ensuite, se former est un droit.
Se former est un droit. Se former sur le temps de travail, ça fait partie aussi de notre capacité à améliorer les pratiques professionnelles. Et il faut bien voir aussi les problèmes qui peuvent être posés avec cette volonté de déplacer la formation en dehors du temps de travail pendant les vacances, etc. Alors c'est déjà aujourd'hui possible sous la base du volontariat. Il y a quand même un petit côté vexatoire sur le côté, en fait, voilà, on va vous faire toujours travailler plus, etc. Il y a un petit côté vexatoire de méconnaissance sur ce que sont nos vacances. On n'oublie pas qu'il y a une enquête de la dette qui a montré qu'on travaillait pendant nos vacances aussi. Donc ça, c'est un élément. Puis après, il y a des questions organisationnelles très simples. On parle beaucoup de est-ce que les professeurs sont prêts à aller se former en dehors de leurs heures de cours, voire pendant les vacances. Est-ce que les formateurs sont là pendant les vacances? Oui, je ne fais que poser la question. Je ne sais pas si vous avez compris sur le décret qui existe. Moi, je reviens sur le bac, et notamment sur le calendrier de Parcoursup qui a priori ne connaîtra aucun changement majeur, dit-on. Pareil, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous demandez sur ce point-là? On pense qu'effectivement, Parcoursup est le prochain verrou à faire sauter, très clairement. Il faut impérativement qu'on se débarrasse de Parcoursup, en tout cas qu'on s'en débarrasse sur le lycée. Il y a un enjeu pour nous de faire que le lycée ne soit plus guidé par le calendrier de Parcoursup. Le report des épreuves à juin, déjà, pour nous, va dans ce sens. Il y a nécessité, par exemple, de reprendre ce qu'on faisait auparavant, la prise en compte des moyennes annuelles. Des moyennes annuelles qui sont effectivement dans le cadre d'un contrôle continu sur les disciplines, mais des disciplines qui sont vues en fin d'année avec des épreuves nationales, terminales, anonymes. Et finalement, ces épreuves, elles viennent guider tout au long de l'année les évaluations qui sont faites par les enseignants dans la classe. Donc pour nous, les moyennes annuelles, elles ont du sens dans le cadre d'une procédure d'orientation, mais il est certain que Parcoursup et son calendrier, ces éléments que nous jugeons extrêmement discriminatoires et inégalitaires, sont impérativement à revoir, et c'est la prochaine étape sur laquelle nous allons nous bagarrer et lutter pour vraiment que le calendrier de Parcoursup n'impacte pas la classe de terminale. Alors moi je vais mettre les pieds dans le plat, c'est concernant l'abaya. Quand on voit que c'était parmi les annonceurs hier de Gabriel Attal, notamment sur TF1, quelle est votre réaction à vous quand vous voyez qu'il en fait sa priorité, quand on voit tous les problèmes qu'il y a au niveau des salaires, des bâtiments, etc., enfin, tous les problèmes qu'il y a dans l'éducation nationale, quelle est votre réaction à vous? C'est d'abord le sentiment qu'il a peut-être pas voulu d'abord parler en priorité à l'ensemble des enseignants, mais qui s'est placé finalement dans un agenda politique qui est celui d'une rentrée assez particulière pour le gouvernement auquel il appartient, avec, on le sait, des enjeux politiques, notamment en termes de vote à l'Assemblée nationale, qui vont arriver très vite, et pour lesquels on sait que le gouvernement cherche des appuis aussi à droite. Donc on n'est pas dupe de la manœuvre politique qu'il y a derrière. Ça lui a certainement permis aussi hier soir de tenir une espèce d'entre-deux entre les annonces sur le bac et les annonces sur les abayas. Et on voit bien d'ailleurs comment le sujet abaya a écrasé tout le reste. Donc voilà, on n'est pas dupe de la manœuvre politique en cours. Est-ce que vous sentez une déconnexion du coup par rapport aux questions que vous avez et des revendications que vous avez? Quand on regarde l'ensemble des problèmes que connaît, enfin des sujets, je dirais, que connaît aujourd'hui l'éducation nationale, passer autant de temps sur les abayas, oui, c'est disproportionné. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un sujet dans certains établissements. Je l'ai dit, on va pas le sous-estimer, on va pas le surestimer non plus. Et on va quand même faire une rentrée, on va manquer de professeurs. On sait qu'il faut recruter 329 000 enseignants d'ici 2030, premier degré et second degré, pour faire face au départ à la retraite. Ça veut dire, 2030 c'est demain, donc ça veut dire accélérer sur la question de l'amélioration des conditions de travail et de la revalorisation, et on parle des abayas. Merci. Oui, Erwin, on pourra faire le tour. Trois petites questions. Je reviens sur la formation de Hélène. Justement, je crois que le ministre ne parlait pas forcément des formations sur le temps de vacances, mais plutôt même au sein de l'établissement, sur les temps de présence des enseignants, mais hors cours, avec des formations sécables, voire numériques, au sein de l'établissement. Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Autre question, est-ce que vous avez, vous, une idée du nombre de profs pactés? Le ministère ne peut pas communiquer pour l'instant. Et sur le plan de reconnaissance, donc effectivement, il ne serait peut-être pas forcément question de salaire, mais de formation, d'autorité, de conditions de travail, quelles seraient vos revendications sur ces questions-là? Ouais. Alors sur la formation, quand on parle de formation en dehors du temps de travail, j'ai envie de dire que qu'on parle des vacances ou qu'on parle des temps dans la semaine qui ne sont pas des temps de cours, le sujet de fond est le même. Le sujet de fond, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît dans le temps de travail d'un professeur aujourd'hui? Est-ce qu'on a intégré le fait qu'un professeur, ça travaille 43 heures quelques par semaine en moyenne? Parce que c'est ça qui va se poser derrière. Je veux bien qu'on nous explique qu'on va mettre toutes les formations le mercredi après-midi. Déjà le mercredi après-midi, les collègues sont déjà cours. Parce que en lycée, c'est de plus en plus fréquent. Et donc concrètement, ça va être compliqué de mettre toutes les formations en dehors des cours et à la fois en dehors des vacances scolaires. Et clairement, ça envoie comme message qu'on considère qu'aujourd'hui, on peut dire à un professeur, bon, faut vous former, mais vous avez le temps. Hein. Donc vous formez, et puis il ne faut pas que ça fasse sauter la moindre heure de cours. Aujourd'hui, nous on dit non. Les collègues, on s'inclut dedans. Tout le monde fait remonter dans plein d'enquêtes, hein, aussi bien l'enquête de l'ADEF que Sophie évoquait tout à l'heure, mais aussi des enquêtes qu'on peut mener nous en interne. Eh bien, il y a une dimension qui est vraiment très très présente, c'est l'état d'épuisement de la profession. Donc dire à des collègues épuisés qu'il faut qu'ils se forment, mais que ça va se faire forcément en plus de leur temps de travail habituel, c'est juste pas entendable. Donc après on dit, Sophie, hein, le volume des temps de formation qui se traduisent par des absences de professeurs devant élèves, c'est quand même largement marginal. Hein. Le vrai problème des absences de professeurs, il n'est pas là. Le vrai problème des absences de professeurs, c'est les collègues qui ne vont pas être nommés dans des établissements à la rentrée parce qu'ils n'ont pas été recrutés et qui vont être absents pendant en moyenne 4-5 semaines. Il est là le vrai problème. Hein. Les collègues qui vont être en congé maladie et qui ne vont pas être remplacés pendant plusieurs semaines, les collègues qui vont être en congé de maternité, le congé type où la prévisibilité est quand même en général extrêmement importante et qui ne vont pas être remplacés, ils sont là les problèmes. Le problème du remplacement et des absences, c'est d'abord un problème de recrutement. Donc attaquons-nous au vrai problème et arrêtons de faire croire qu'il suffirait de petites mesures qui coûteraient rien pour régler les problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis oui, sur la formation continue, ça va être source de tension. Nos collègues sont très attachés dans notre profession de la formation. Nous sommes très attachés à la formation continue, mais une formation continue de qualité sur le temps de service. On a quand même vécu ces dernières années à plusieurs reprises une formation qui était davantage tournée vers la mise en application des réformes. Là où justement nous souhaitons avoir des formations qui nous permettent de réfléchir ensemble, de mieux travailler dans la classe avec les élèves, les savoirs disciplinaires, la question de l'école inclusive par exemple. Il y a besoin de formation et c'est vrai que dès que nous sommes sur une formation institutionnelle, il y a toujours un risque qu'elle dérive vers la mise en place des réformes qui sont très, très contestées. En tout cas, on l'a vu à plusieurs reprises sur le collège et sur le lycée. En parlant de la formation, un zoom sur les stagiaires qui sont à temps complet pour la plupart d'entre eux quand ils démarrent après la réussite au concours, des stagiaires qui sont à temps complet et qui n'ont quasiment pas de formation. Donc lorsqu'on parle de la formation continue, nous mesurons aussi que la formation initiale a sérieusement été dégradée ces dernières années et nous nous demandons que tous les candidats concours qui rentrent dans le métier commencent au moins avec un temps partiel et un tiers-temps devant élèves pour se former tranquillement avec un tuteur ou une tutrice dans l'établissement. Et pour finir, sur la question des enquêtes, du nombre de profs pactés, comme avant les vacances d'été, aucun texte réglementaire n'était sorti, c'était un peu compliqué de mener une enquête sur du vide. Donc on n'a pas encore mené d'enquête
enquêtes. On va en lancer une. Là, à la pré-rentrée, on va voilà, voir ce qu'on peut, notamment voir si les besoins sont couverts par le pacte ou non. C'est ce qu'on va regarder très rapidement dès la pré-rentrée dans les premiers jours. Bien évidemment qu'on communiquera nos chiffres. Alors, ce sera avant ou après le ministère, selon la date à laquelle eux feront le bilan 6 ans fois 1, parce que l'année dernière, vous avez promis un bilan de rentrée, et notamment sur les postes non pourvus. Et ben un an après, on l'attend encore. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on va mener cette enquête-là de la même manière qu'on va relancer notre enquête sur les postes non pourvus à la rentrée. Voilà, donc c'est 2 enquêtes qu'on va lancer tout de suite. Sur la question du plan de reconnaissance de nos métiers, c'est vrai que Gabriel Attal il met la question de la formation, il parle d'autorité. Alors c'est un mot qu'on a beaucoup entendu cet été dans la bouche du nouveau ministre de l'Éducation nationale, avec parfois des expressions qui étaient assez surprenantes. L'autorité des savoirs fondamentaux, on cherche encore un peu ce que ça peut vouloir dire. Maintenant, sur la question de l'autorité, il faut quand même rappeler une chose. L'autorité, elle ne se décrète pas de la rue de Grenelle. L'autorité, elle se construit aussi dans la classe, et elle se construit parce qu'un professeur a pu être bien formé, a de bonnes conditions de travail et bien pour faire son métier. L'autorité, c'est pas crier très fort et faire 1m80. Sinon, déjà, moi, je serais pas prof. Voilà. Donc, les choses sont évidentes. Et je pense qu'il y a une bonne partie, vu la féminisation du métier, il manquerait quand même encore plus de profs qu'aujourd'hui. Donc, là-dessus, il faut faire attention aux discours qui sont tout près, aux discours là aussi qui sont très politiques. Si on veut restaurer l'autorité des enseignantes et des enseignants, il faut d'abord bien analyser ce qu'il y a derrière le mot autorité et pas, pas succomber à des effets de mode ou des effets un peu sémantiques. Dernière chose, je crois que dans l'esquisse de son plan de reconnaissance du métier enseignant, il y a aussi la question des conditions de travail. Là-dessus, pour nous, les choses sont très claires, c'est la diminution des effectifs dans les classes. Voilà. Et de ce point de vue-là, comme je le disais tout à l'heure, on a des propositions très claires et très précises à lui faire. Je ne sais pas si c'est les mêmes qu'il a de son côté, mais en tout cas, les nôtres, elles sont prêtes. Vous aviez des contractuels, ça a été un gros sujet l'année dernière, c'était un peu moins cette année. Ce matin, à Gabriel Attal, environ 90% des contractuels n'étaient pas recrutés de place au printemps, mais avaient déjà enseigné. Est-ce que vous avez des chiffres ou est-ce que vous avez des échos sur ce que sont devenus ces contractuels? Est-ce que effectivement c'est une porte d'entrée vers le métier? Et ça m'amène à une deuxième question sur le concours et la formation initiale. On en a beaucoup parlé cet été aussi sur une possible réforme du concours de recrutement. Comment est-ce que vous voyez ce sujet? Alors, on va répondre à plusieurs voies. D'abord sur la question des contractuels, des chiffres, et notamment quelle est la part de contractuels qui a déjà une expérience qui va commencer cette année, quels sont ceux qui viennent d'être recrutés. Il faut savoir qu'on a beaucoup de mal à avoir de chiffres de la part du ministère. Alors, il y a beaucoup de boîtes noires sur les chiffres au ministère, mais particulièrement sur la question des contractuels. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu encore des sessions de recrutement en mai et en juin dernier, sur la base de petites annonces. Il y en a encore ces derniers jours. Alors, on a plusieurs rectorats qui se vantent de faire une meilleure préparation pour les contractuels. On est quand même sur des choses qui restent, qui ne sont pas à la hauteur. Quand le rectorat de Créteil nous dit on est passé de 2 jours à 3 jours et demi de formation, bon, c'est pas un progrès flagrant pour nos collègues contractuels. Donc, on est quand même sur une situation qui reste problématique, d'abord pour nos collègues, et j'insiste là-dessus, puisque l'année dernière, on a eu effectivement des collègues qui ont démissionné, alors soit dans la première semaine qui a suivi leur prise de fonction, soit au bout de quelques semaines ou de quelques mois, parce qu'effectivement c'était trop difficile, et à un moment où on parle d'attractivité du métier, il faut bien voir aussi que ces personnes-là qui pouvaient être attirées par le métier d'enseignant, à quel point l'institution les a dégoûtées du métier. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Après, sur la question de l'entrée par un métier, sur la contractualisation, peut-être sur... Un mot, effectivement, qui reviendra par rapport au concours, mais on voit bien que, donc, effectivement, l'entrée par la précarité, par l'absence de statut, et donc par l'emploi contractuel, est une des entrées dans le métier, et on le déplore. Et nous, ça fait des années et des années qu'on revendique des vrais plans de
titularisation. Il en a existé, ils n'ont jamais été totalement satisfaisants, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a aucun effort qui est mis là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collègues qui sont non titulaires, eh bien, ils ne sont absolument pas accompagnés pour la préparation des concours. Et donc, c'est un élément évidemment très, très, très fort qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas aller vers les concours, au-delà effectivement du trop faible nombre de places au concours. Mais il y a un travail à faire sur les concours réservés, sur des dispositifs qui reconnaissent pleinement tout le travail fait par ses collègues et qui, dans le cadre aussi d'une formation, et là c'est pareil, il faudra se poser les questions sur ça doit être quoi le service d'un agent, d'un professeur non titulaire qui se prépare au concours. Est-ce que c'est logique qu'il ait le même nombre d'heures qu'un collègue titulaire? La réponse est évidemment non. Si on veut que les collègues s'inscrivent dans cette démarche-là, il faut les accompagner. Donc il y a un vrai travail à faire, il y a un travail qui nécessitera peut-être un petit aggiornamento idéologique du côté du gouvernement, parce que on est dans une situation depuis 2019 avec la réforme de la loi de transformation de la fonction publique, hein, qui promeut largement l'emploi contractuel au détriment de l'emploi titulaire. Eh bien, l'éducation est clairement le lieu pour nous où on doit remettre cette logique-là en cause, parce que on est face à des besoins, et là je parle des élèves, hein, et de leurs familles, qui font que on doit absolument élever amener un maximum de collègues vers l'emploi statutaire et pourvoir les postes pour ne plus avoir les problèmes dont on parlait à l'instant. Donc clairement, la question des non-titulaires, c'est d'abord la question il faut qu'on se mette autour d'une table avec le ministre et puis son collègue de la fonction publique et qu'on travaille effectivement à ces questions de titularisation. La FSU va être à l'origine d'une initiative plus large sur l'ensemble de la fonction publique, hein, sur cette question d'un vaste plan de titularisation, parce qu'on fait le constat que dans toute la fonction publique, le recours à l'emploi contractuel est en train de saper les services publics, et c'est ça qu'il faut aussi remettre en cause. Et sur la question du concours et de la place du concours dans l'organisation des études, c'est vrai que nous, le fait d'avoir un concours en fin de M2 correspond à notre mandat, hein, c'est quelque chose qui nous va bien. En revanche, là où il y a un impératif pour nous, c'est de revoir le second oral de l'épreuve d'admission, hein, qui est davantage une épreuve d'entretien qu'une épreuve véritablement disciplinaire. Donc pour nous c'est un véritable sujet, il faut revoir ce second oral, mais surtout le niveau de M2 pour nous est un niveau important, d'une part parce que ce sont sur des métiers qui sont de qualification équivalente une référence, et puis c'est aussi pour nous le signe d'une véritable qualification disciplinaire à laquelle nous tenons dans le second degré, qui est organisée par discipline. Là où par contre il y a encore des efforts à faire, c'est sur l'organisation du schéma d'études pour arriver jusqu'à nos métiers et faire surtout que les filières soient sécurisées, avoir un plan pluriannuel de recrutement qui identifie le nombre d'emplois qui seront mis dans les concours pour que les jeunes s'y destinent, et surtout faire qu'il y ait du pré-recrutement, faire que dès la licence, des étudiants puissent être payés pour se former, ne faire que ça, et s'engager par contre à servir l'éducation nationale et les services publics une fois recrutés. Ouais, là c'est bon. Bonjour. Oui, en fait, ce qui est assez troublant, c'est de savoir comment le ministère peut mettre en place, notamment l'approfondissement en 6e, les dispositifs de forfait et les remplacements de courte durée, s'il n'y a pas suffisamment de professeurs pactés. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit piège pour vous à ce que, il a dit d'ailleurs le médiateur ce matin, à faire porter en fait la responsabilité de l'échec de mesures qui, sur le fond, semblent assez intéressantes pour la réussite des élèves. Donc ça, c'est ma première question. Et d'ailleurs, je précise qu'il a dit à plusieurs fois que il demandait l'union nationale, que la reconnaissance,
ça passe aussi par l'engagement auprès des élèves. Et ma deuxième question, c'est, vous dites, on a gagné quelques batailles, enfin, des batailles notamment sur le bac. Certains de vos collègues vous demandent une attitude plus offensive, même syndicalement, en particulier sur les questions de rémunération, dès la rentrée, alors même que le monde enseignant avait été extrêmement mobilisé pendant la question de la réforme des retraites. Alors, effectivement, on a entendu, on a noté un peu le changement de discours entre Pape Ndiaye et Gabriel Attal sur la façon dont on nous vend le pacte et la façon dont il est vendu à l'extérieur de l'éducation nationale. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de mesures dont la bonne mise en œuvre, dont la mise en œuvre tout court, repose sur un certain nombre d'adhésions au pacte. Et c'est d'ailleurs un peu tout le cynisme de ce gouvernement et de ce ministère que finalement de lui faire porter la responsabilité de la mise en place d'un certain nombre de choses qui lui incombent pourtant en matière, dont il a pourtant la responsabilité. Je pense par exemple à la question du remplacement. Nous, on trouve que c'est un peu facile et trop facile de dire à des professeurs qui sont déjà en poste, qui travaillent plus de 43 heures par semaine, vous allez aussi assurer des remplacements parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est quand même une logique qu'on a aussi pointée. Après, on a bien senti l'inflexion dans le discours de Gabriel Attal sur le côté pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signataires, mais je compte sur l'engagement des professeurs, parce que les professeurs sont attachés à la réussite de leurs élèves. Donc je compte là-dessus pour ce qu'ils signent, pour qu'ils signent le pacte. Là aussi, c'est très cynique, parce que finalement, ce que ça sous-entend, c'est que celui qui signe pas le pacte, il n'est pas pour la réussite de ses élèves. Voilà, il y a une forme d'instrumentalisation qui ne va pas dans le bon sens. D'ailleurs, on lui a dit, quand on l'a rencontré lundi dernier, on lui a dit que ce type de discours pouvait très mal passer et être vu comme une forme de provocation auprès de nos collègues. Et ce qu'il y a besoin, c'est surtout d'abord de financer les dispositifs qui sont mis en place, parce qu'il y a des dispositifs qu'il faut pouvoir regarder, mais ils doivent être financés en tant que tels et pas reposer sur le pacte. Donc on l'a identifié, le piège dans le discours politique. On a identifié aussi le fait que dans l'opinion publique, ça peut se retourner contre nous avec le côté s'il n'y a pas de remplaçant, c'est de votre faute. On l'a identifié d'autant plus que le ministère, l'an dernier, avait pu nous dire, j'ai le souvenir d'une discussion, d'un échange au ministère, on nous avait dit mais parce qu'on avait dit qu'on ferait campagne contre le pacte, et la réponse du ministère, ça a été de dire donc ça sera de votre faute si on perd 1 milliard. C'était un peu, pourquoi pas, ça me semblait pas un peu raide comme affirmation, mais donc on sait que ça va arriver, mais du coup nous on travaille beaucoup à la fois avec nos collègues et avec les parents d'élèves, pour leur montrer les enjeux du remplacement et ce que c'est véritablement un remplacement qui à notre sens ne peut pas s'assimiler à de la garderie, voilà. Et on travaille aussi avec nos collègues sur la déculpabilisation, parce que ça fait quand même plusieurs années, de trop nombreuses années, que le ministère compte un peu sur une forme de culpabilisation des enseignants pour faire passer un certain nombre de choses, en jouant finalement sur notre conscience professionnelle, en se disant que comme on est là pour nos élèves, on ne refusera jamais rien. Sauf que c'est ce qui a conduit quand même à une forme d'épuisement de la profession. Et aujourd'hui, il faut bien voir que notre système éducatif ne tient que par la conscience professionnelle de personnels qui sont à bout de souffle. Donc, instrumentaliser cet engagement des personnels de l'éducation nationale, c'est peut-être un bon calcul pour Gabriel Attal à très court terme. À moyen terme et à long terme, ça reviendra à finalement gouverner le ministère de l'Éducation nationale contre les enseignants. Et je crois que l'histoire très récente du précédent ministre, mais de celui d'avant, nous a montré que gouverner un ministère contre les enseignants, c'était peut-être pas la stratégie la plus réussie pour pouvoir durer politiquement. Voilà. Ça c'est quand même, je pense, une leçon de l'ère Blanquer. Et la deuxième question, c'était sur... Sur la mobilisation. Ah oui, sur la mobilisation. Oui, effectivement, alors on entend et tous les discours sur le compte n'y est pas, il faut aller plus loin, etc. On l'entend et on voit aussi que les mobilisations qui ont permis de faire bouger les lignes sont des mobilisations qui sont massives. Voilà, on fait le constat quand on regarde l'histoire sociale de ce pays, et notamment les mobilisations dans l'éducation nationale, que les mobilisations qui fonctionnent, c'est celles où on est capable
de construire une forme de rapport de force qui est, si ce n'est majoritaire, au moins majoritaire, ou alors qui s'en approche, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut porter un message plus fort. Et aujourd'hui, on sent bien que pour une profession qui est quand même sortie épuisée de la période Blanquer, du Covid, il y a besoin parfois de faire tout un travail de sensibilisation, d'information. Et ça, par exemple, on l'a vu au moment de la campagne sur le pacte. La campagne contre le pacte, on l'a entamée au printemps dernier. Ça allait pas de soi quand on a été voir les collègues de dire non au pacte. Voilà. Mais on a passé 3 mois à passer dans toutes les académies, tous les établissements scolaires. On a animé plein de stages, des stages qui ont fait le plein. Enfin, on a animé des stages syndicaux, il y avait 100 à 150 collègues, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et c'est là qu'on a pu faire passer notre message, qui à notre sens sera un préalable à une mobilisation d'ampleur. Donc voilà, faire une grève à 5 ou 10% de grévistes, là à la rentrée, à notre sens, ça nous affaiblirait plus qu'autre chose. Donc ce qui nous semble important, c'est de construire la mobilisation. On a, en fin d'année dernière, on s'est mandaté pour des perspectives de grève, notamment sur le premier trimestre. Donc nous, notre objectif, c'est de commencer l'après-rentrée de manière offensive, en rappelant ce sur quoi on peut s'appuyer, notamment sur les lignes qu'on a fait bouger, en s'appuyant aussi sur la dynamique qui est celle des 6 derniers mois, sur le pacte, mais aussi sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Je pense qu'à un moment, nous, on va dire que, certes, on n'a pas gagné sur la réforme des retraites, mais on a montré le rôle des organisations syndicales, on a montré la dynamique qu'on pouvait construire, comment est-ce qu'on pouvait mettre des débats au sein de l'opinion publique, et on va s'appuyer sur tout ça pour dire à nos collègues, maintenant on peut construire quelque chose sur l'éducation, et notamment sur la question des salaires. Alors, on va peut-être prendre... oui, il y avait Hakim, Noémie, puis après on va... Ouais. Oui, justement, je voulais prolonger sur la question de la commission concernant le pacte. Tout à l'heure, le ministre nous a indiqué que si le pacte ne fonctionnait pas, c'était aussi parce qu'il y a beaucoup de désinformation, avec par exemple, je cite, des rumeurs qui indiquaient qu'on allait prévenir le professeur à minuit pour venir le lendemain à 8h. Donc, qu'en pensez-vous de... Parce que moi, je suis tout à fait serein, mais si aujourd'hui le pacte n'est pas signé en grande partie, c'est parce qu'il y a beaucoup de désinformation et de rumeurs. Alors déjà, je note qu'il est très constant dans ses exemples, puisqu'il nous a donné exactement le même exemple lundi dernier. Il nous a dit si le pacte n'est pas signé, c'est parce qu'il y a de fausses informations. Et voilà, il nous a dit qu'on avait été un peu loin dans l'utilisation du mot astreinte, parce qu'on a notamment, au SNES-CPSU, on assume d'avoir dit que sur le remplacement de courte durée, le pacte était une forme d'astreinte, dès lors qu'il fallait donner un créneau horaire. Donc il nous a donné exactement le même exemple. Il nous a dit on ne va pas appeler les professeurs à minuit pour leur faire un remplacement le lendemain matin à 8h. Donc une grande constance dans les exemples. Après, faut pas, il y a une grande constance dans ces exemples, mais il y a aussi une forme de caricature. Parce qu'on a toujours été très rigoureux dans l'analyse. Les textes précisent que il faut donner au moins un créneau horaire, qu'il y a un délai de prévenance qui est défini localement. On a analysé le fait que si les remplacements de si quelque part il fallait atteindre cet objectif de remplacement de courte durée, le délai de prévenance, il ne pouvait pas être de 15 jours, il ne pouvait pas être d'une semaine, puisqu'il s'agit de remplacer les gens au pied levé. On n'a jamais écrit, et je mets Gabriel Attal au défi de trouver un écrit où on a pu écrire, ou même on a pu dire que le professeur allait être mobilisé de la nuit pour le lendemain. Donc finalement, cet exemple qui prend et qui répète, il est surtout révélateur des difficultés dans lesquelles est aujourd'hui le ministère, difficulté à faire passer le pacte. Et finalement, c'est là qu'on voit qu'ils ont peut-être loupé, sans doute loupé leur première marche de communication, alors que nous, on a réussi notre première marche de mobilisation. Peut-être ajouter qu'il y a un élément sur lequel on s'est en revanche beaucoup appuyé, c'est le fait que le remplacement sur la base du volontariat, ça reste possible. Alors au moins pour l'année qui commence là. C'est-à-dire que faire du remplacement volontaire, payé en HSE, etc., ça reste possible. Y compris participer à un certain nombre de projets sur la base en dehors du pacte, ça reste possible. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le ministre, son prédécesseur, et ça n'a pas été démenti depuis, qui l'a dit, et c'est même plus que je dis, c'est écrit. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, un des éléments qui fait que le pacte ne prend pas, c'est parce que les collègues, autant certains ils peuvent se dire, oui, moi à tel moment, je veux bien pouvoir
s'il y a besoin, remplacer un collègue, etc., parce que ce sera un moment où je ne serai pas noyé, je ne serai pas, etc., et je ferai du bon boulot. Mais par contre, décider à l'avance que toutes les semaines, tel jour, à telle heure, on peut me prévenir, alors peut-être pas à minuit, mais la veille ou l'avant-veille, et ce sera, on va voir comment ça se produit, comment ça se met en œuvre dans les établissements. Mais comme disait Sophie, ça ne va pas être des délais beaucoup plus longs que ça, parce que sinon ça ne remplira pas l'objectif. Eh bien, les collègues, ils ont bien compris qu'il y a des moments de l'année où ils ne seront pas en état de faire ça, et donc ils préfèrent ne pas s'engager dans un pacte pourtant plus rémunérateur que des HSE, et de se mettre en difficulté vis-à-vis des élèves dans lesquels ils se retrouveront, et vis-à-vis aussi de leur santé et de leur état physique. Donc il y a tout ça derrière l'échec du pacte. C'est pas que notre rôle puissant de ventilateur à angoisse. Petite question, dans le point, Emmanuel Macron disait vouloir refonder les programmes d'histoire avec un enseignement chronologique et ce qu'il appelle l'instruction civique. L'EMC, c'est vrai que c'était un peu dans les cartons déjà sous Papendiaï pour la rentrée 2024. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce qu'il y a déjà eu des discussions sur cette refonte de programme? Et deuxième question beaucoup plus large, comment vous voyez un peu l'année qui vient? Ça fait un mois à peu près que le nouveau ministre a été nommé. On a tous vu évidemment que c'est déjà très différent de Papendiaï. Comment vous envisagez un peu ça, et par un bilan du premier mois évidemment, mais avec ces quelques semaines là, comment vous voyez un peu les choses? D'abord sur les programmes d'EMC, alors quelque part c'était pas une nouveauté puisque un groupe de réflexion est déjà installé au Conseil supérieur des programmes sur la rénovation de l'EMC sur l'ensemble du collège et du lycée. Avec cette idée, c'est Elisabeth Borne qui l'avait annoncé en juillet, de doubler les horaires de EMC sur le cycle 4 au collège. Ce qui nous préoccupe, parce que ce sont des horaires qui sont globalisés avec l'histoire géo. Donc on se demande comment l'interpréter. Est-ce qu'on aura moins d'histoire géo au cycle 4 pour faire plus de EMC qui pourrait tendre vers l'instruction civique? Tout ça, en tout cas pour nous, est assez préoccupant. Nous n'avons pas d'autres informations sur les intentions du ministère. En l'occurrence, le groupe vient de s'installer. Ce qui est sûr pour nous, c'est que l'EMC ne peut pas devenir une forme de séminaire républicain, ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. On souhaite vraiment que l'EMC soit organisé dans le cadre de la liberté pédagogique, que les collègues puissent organiser cet enseignement pour faire vivre les principes de citoyenneté, de démocratie au sein de la classe, et qu'on ait justement la possibilité pour les élèves de travailler avec eux, à la fois en fonction de leur sensibilité, de leur sujet de préoccupation, par le débat, par le dialogue, des sujets qui font société, sur lesquels il y a parfois lieu de rappeler les règlements, les règles, leurs droits, faire en sorte surtout que l'EMC, il la comprenne comme une organisation de la société, une société démocratique. Et ce que nous annonce le président Macron dans le point est plutôt à l'opposé de cela, puisque le retour à une instruction civique va vraiment dans le sens d'une organisation très descendante de l'enseignement. C'est pas du tout comme ça que nous concevons les choses, et nous pensons vraiment que les élèves n'ont pas besoin de ce fonctionnement. On n'inculque pas au collège ou au lycée, on a vraiment besoin de travailler. La pédagogie, elle a du sens, la transmission des savoirs, ça a du sens, et l'EMC est une discipline qui nécessite que les collègues aient la liberté pour l'organiser le mieux possible dans la classe. Donc les annonces qui sont faites autour du retour d'une forme d'instruction civique avec des textes un peu sacrés là, qui seraient décidés par on ne sait qui et qui seraient étudiés toutes les semaines, ça ne va certainement pas dans le sens d'une école émancipatrice. Et c'est vrai qu'on n'est pas, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on n'est pas dupe finalement des manœuvres d'Emmanuel Macron sur l'enseignement de l'histoire, sur la prétendue instruction civique, ou même sur tout ce qu'il a pu dire dans son interview au Point. Il y a vraiment, à notre sens, une volonté de la part du président de la République d'utiliser l'école pour apporter une réponse aux émeutes, mais de l'utiliser à partir d'une analyse qui, à notre sens, n'est pas la bonne sur l'origine des émeutes. Et à partir de là, on a des réponses qui sont effectivement complètement hors sol, ou qui posent problème par rapport à l'objectif qu'on doit donner au système éducatif, à notre sens. Sur comment est-ce qu'on voit les choses là au bout de
au bout d'un mois avec ce nouveau ministre. Alors c'est vrai que on sent qu'il veut marquer, enfin c'est un peu comme quand chaque ministre arrive, il veut montrer qu'il est l'inverse du précédent. Je me souviens quand Papa Ndiaye était arrivé, on avait dit mais finalement il joue l'anti-Blanquer par excellence, il nous donne du cher collègue, etc. parce que il veut montrer que finalement c'est plus l'air Blanquer. Bon, là, Gabriel Attal, il veut montrer qu'il est l'anti-Papa Ndiaye, donc il veut montrer qu'il maîtrise ses dossiers, qu'il n'a pas besoin de ses conseillers, qu'il n'a pas besoin de fiches pour nous répondre. Donc on voit bien qu'il est en train d'essayer de s'installer. Il a marqué une volonté de jouer la carte du dialogue social. Ce qu'il faudra voir, c'est surtout comment ça se réalise dans les faits, et notamment comment cette espèce de binôme assez perturbant entre le président de la République et lui arrive à traiter un peu les questions d'éducation nationale, parce que là, on va dire que moi j'espère quand même que les 8 prochains mois ne vont pas être à l'image des 7 derniers jours. Parce que nous aussi. Parce que sinon ça va être un peu long, ça va être assez usant. Et surtout, ça ne va pas faire de bien à l'éducation nationale. Donc, ce qu'il va falloir très vite voir, c'est finalement qui dirige le ministère, enfin, où se dirige le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est à la rue de Grenelle ou est-ce que c'est à l'Élysée? Alors, on a bien lu que le président disait que c'était son domaine réservé, voilà, avec tout ce que ça implique après, même en termes institutionnels. Mais on pense vraiment qu'une des clés, c'est aussi quelle va être véritablement la marge de manœuvre et le poids politique de Gabriel Attal. On nous l'a vendu comme étant quelqu'un qui avait plus de poids politique que Papa Ndiaye. Bon, visiblement, il se fait couper l'herbe sous le pied exactement comme son prédécesseur par quelques interventions présidentielles. Donc voilà, là on sent qu'il fait de l'anti-Papa Ndiaye, il essaye de jouer la carte du dialogue social. Et c'est vrai que sur le dossier de la rentrée, sur le bac, etc., ils ont essayé, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que hier, c'était l'Élysée décide du report des épreuves de spécialité. Donc la clé, me semble-t-il, des prochains mois, ça va être finalement qui gouverne l'éducation nationale. Et pour l'instant, la réponse penche plutôt du côté de l'Élysée, mais on va voir. Alors, ouais, il y a Sonia. Une précision de chiffres. L'augmentation moyenne de 5,5% des salaires. J'ai vu plusieurs fois ce chiffre, mais ça vient d'où en fait? C'est un chiffre qui vient d'où? Qui vient du ministère? Qui vient Alors, c'était le tableau que nous a donné le ministère de l'Éducation nationale à la fin des discussions sur le socle. En fait, ils nous ont donné un tableau avec. Alors, c'était en mars ou avril. Voilà, il y avait un tableau avec une colonne sur les augmentations, alors en valeur absolue, en valeur relative, et il y avait le total, et sur le total, il y avait plus 5,5% entre rentrée 2022 et rentrée 2023. Voilà, mais je crois qu'ils avaient enlevé le chiffre dans les tableaux qu'ils ont diffusés à la presse. Mais nous, on a le chiffre avec le plus 5,5%. Pourquoi chaque fois ils utilisent le 10%? Ah bah c'est vrai qu'il faut poser la question, mais parce que ils sont quand même assez. Enfin voilà, la promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue. Donc eux, ils veulent essayer de faire croire qu'elle est tenue. Maintenant, les chiffres montrent qu'elle n'est pas tenue. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Gabriel Attal, il y met aussi le dégel du point d'indice. Enfin, il y rajoute quelque chose. Ça permet de gonfler un peu les chiffres. Maintenant, il y a des 10 en moyenne. Oui, oui, c'est 10 en moyenne, 10 pour tout le monde. Entre 125 et 250 mètres par mois, c'est la phrase qui dit tout le temps. Oui, on a bien entendu. Alors, c'est vrai en prenant en compte les mesures fonction publique. Voilà. Si on prend que les mesures éducation nationale, on est sur 92 € minimum. Donc voilà, on sent bien finalement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand on lui a posé la question, on lui a dit mais est-ce que vous allez être le ministre qui va aller au bout de la promesse des 10%, ou est-ce que vous allez être le ministre qui va s'arrêter au milieu du gué? Parce qu'aujourd'hui, on est à 5,5% en moyenne. Il a un peu hésité, il nous a dit bon, 5,5%, et puis il nous a dit mais on va refaire les calculs. Et les calculs, on voit bien à quoi ça a servi. Ça a servi à y mettre le dégel du point d'indice, pour pouvoir dire c'est un peu plus que 5,5%. Mais même avec le dégel du point d'indice. Mais même avec le dégel du point d'indice. Ça fait combien avec le dégel du point d'indice? C'est le chiffre, c'est le fameux. Alors, vous savez combien en valeur relative? Oui, en termes de pourcentage d'augmentation, ça fait combien en moyenne? En moyenne, on est autour de 7%. 7%. Il y a 5,5%.
suis prof de maths, je suis pas en train de dire que les pourcentages ça s'additionne comme ça, etc. Oui, Mais pour aller bon, aux arrondis près, voilà, aux arrondis près, on est autour de 7%. Mais pour revenir sur cette histoire des 5,5%, eux, effectivement, comme disait Sophie, ils nous l'ont donné à un moment sur des masses budgétaires. Et effectivement, on était raccord avec ce qu'ils donnaient quand ils mettaient ce qui était budgété pour le socle, ramener, ce que je disais tout à l'heure, ramener à la masse budgétaire, à la masse salariale des personnels concernés, ça faisait bien du 5,5%. Et nous, quand on recalculait, quand on regardait les mesures qu'ils nous annonçaient, alors différentes étapes, parce qu'on a eu différentes versions, mais y compris avec la version finale, quand on recalcule ce que ça veut dire concrètement pour chaque catégorie de personnel et qu'on pondère ça par les effectifs de ces catégories, on retombe sur ce 5,5%. Donc il n'y a pas de... Là, il n'y a ni loup, ni flou, ni rien. C'est bien de l'ordre, le socle, c'est 5,5% d'augmentation moyenne. C'est-à-dire que du coup, on est à 10% peut-être jusqu'à un certain niveau de carrière. Alors, après, oui, sur les débuts de carrière, on est, sur les débuts de carrière, on pourra vous envoyer le chiffre, hein, on est au-dessus de 10%. Sur les débuts de carrière, on peut être sur 13%, 12%, je crois. Et voilà, on est quasiment à 13% sur les débuts de carrière. Sur des fins de carrière, on est sur du 3%. Et donc, c'est ce qui permet d'arriver à cette moyenne de 5,5%. Alors, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur, en tout cas c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours, sur vraiment ce côté, la rentrée en vrai. C'est-à-dire que Gabriel Attal dit c'est à partir de 124 €, attention, derrière 124 €, il y a ça. Les sommes qui sont mises en jeu, c'était 1,9 milliard sur le socle et 1 milliard sur le PAC. Donc c'était 2,9 milliards. Alors déjà, l'administration de Papendiaï avait dit oui, enfin bon, on va arrondir à 3 milliards. Bon, c'était une forme d'arrondi assez particulière. Et on fera très attention aux chiffres qui seront annoncés par le ministre, parce qu'il ne faut pas jouer comme ça avec les chiffres et tout mélanger. On a entendu Elisabeth Borne qui disait 10% en moyenne. Emmanuel Macron l'an dernier avait dit 10% en moyenne en comptant le précédent quinquennat. À un moment, il faut aussi arrêter de se moquer du monde et regarder quelle est la réalité aujourd'hui dans l'éducation nationale. Et le dégel du point d'indice qui s'ajoute à ça, c'est combien en termes de... Le point d'indice, c'est 1,5. C'est 1,5, c'est ça. Il y avait Lilia. Alors, moi je vais revenir sur la fin du collège unique. Parce que vous avez faim, c'est quand même assez grave d'entendre parler de la fin du collège unique. Est-ce qu'on peut lui lier, si on fait preuve d'un peu de cynisme, avec la déclaration d'Emmanuel Macron, le fait qu'il soit inadmissible, que je ne sais plus si c'est 20 ou 30% des élèves arrivent en 6e sans maîtriser le lire, écrire, compter. Alors, il y a deux choses que je vais commencer, puis après on pourra. Juste cette phrase-là, elle était très révélatrice, je dirais, de la façon dont Emmanuel Macron voit les choses, puisque je crois que dans la phrase qui suit juste après, il dit « mais il ne s'agit pas d'en mettre en cause le collège unique ». Enfin, il enchaîne ces deux phrases, donc c'est du en même temps pur et parfait, je dirais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette crainte-là, et on l'a parce que quand on regarde l'ensemble des mesures qui sont prises sur le collège, sur le lycée, mais aussi sur la voie professionnelle, il y a quand même bien cette volonté de construire un système qui, à notre sens, est particulièrement inégalitaire, voire qui fait du tri social très tôt. Donc, effectivement, c'est un signal d'alerte pour nous que de l'entendre dire ça, que de voir écrire ça, même s'il écrit juste derrière je défends le collège unique. On se souvient que la dernière qui avait prononcé une phrase un peu dans ce sens-là, c'était Valérie Pécresse au moment de la campagne présidentielle, en voulant instaurer un examen d'entrée en 6e. Donc on est quand même sur, voilà, on a un peu tous les warnings qui s'allument. Et puis sur l'idée du collège unique, c'est quand même apprendre ensemble le plus loin possible, en tout cas jusqu'à la fin du collège. Ce qui se dessine avec les mesures tant en 6e que sur le cycle 4 avec découverte des métiers, ce sont des parcours qui vont être différents en fonction des capacités des élèves et de leur capacité supposée à réussir dans les disciplines où il n'y a pas que les savoirs fondamentaux. Lorsque les élèves de la classe de 6e vont être divisés entre ceux qui seront sur le soutien et ceux qui auront le droit d'approfondir les programmes, on est bien sur une volonté finalement de séparer les effectifs là où nous pensons que c'est dans la classe
qu'on peut faire travailler tout le monde ensemble et que l'hétérogénéité finalement est une chance, c'est même une force pour tous de progresser. Encore faut-il l'accompagner par des effectifs allégés, par des dispositifs de demi-classe qui permettent aux enseignants de travailler au plus près des élèves, et on s'éloigne énormément de ces dispositifs-là. On abordait tout à l'heure la question du financement par le pacte. On sait que s'il n'y a pas de collègues professeurs des écoles sur les heures d'approfondissement et de soutien, par exemple sur la classe de 6e, ce sont des classes, des interventions de la part des collèges, des collègues de maths et de français qui se feront en classe entière. Donc on a une organisation finalement du collège qui fait en sorte que les élèves les plus fragiles, plutôt que de leur apporter dans la classe un maximum de temps avec leur enseignant, mais dans la classe avec les autres élèves, on va plutôt les sortir sur des dispositifs où ils ne vont faire que de la répétition sur des savoirs fondamentaux, là où le collège pour nous doit être le lieu de découverte de disciplines, de faire que la technologie par exemple à la 6e puisse trouver sa place, parce que ça va permettre aussi de faire que des élèves, en découvrant une discipline, trouvent aussi du sens dans les apprentissages. C'est exactement ce que nous vivons avec les disciplines d'enseignement artistique, par exemple. Et nous sommes toujours dans la crainte que les élèves les plus fragiles échappent à une culture commune que nous voulons pour tous les élèves. C'est pour ça que nous pensons que le collège unique actuellement est menacé par les dispositifs différents qui se mettent en place sur le collège. Juste une chose, une précision. Vous disiez que si les enseignants du premier degré n'allaient pas assurer les heures de soutien, finalement, les élèves resteraient en classe entière. Les dispositifs nouveaux que nous avons sur la classe de 6e, que ce soit devoir faire accompagnement en devoir ou plus particulièrement l'heure d'approfondissement soutien qui vient se loger et financer en partie par la disparition de l'heure de technologie, pour pouvoir avoir des dédoublements, donc de l'effectif réduit, il n'y a pas d'autre possibilité qu'avoir un intervenant extérieur qui sera un professeur des écoles pacté qui acceptera de venir pour faire un allègement du groupe classe. S'il n'y a aucun professeur des écoles pacté, il n'y aura donc pas de moyen pour dédoubler et donc les classes de soutien ou d'approfondissement seront en effectif en classe entière. Oui. Je suis désolée, j'arrête première. Mais il n'y a pas de concertation prévue pour préparer justement, c'est-à-dire que quand on dédouble, si un prof vient qui ne connaît pas les élèves, comment choisir les élèves, comment mettre en place, quelle séquence pédagogique et tout ça requiert normalement des temps de concertation. Est-ce que c'est prévu? Alors ce n'est pas prévu, d'autant qu'il y a un brassage puisque ce sont des groupes qui sont interclasses, qui doivent se régénérer à la fin de chaque trimestre. Effectivement, les temps de concertation ne sont pas prévus. L'idée pour le ministère, c'est que pour les professeurs des écoles pactées, lorsqu'ils interviendront sur le collège en classe de 6e, ça fait partie de la mission. Et ce temps qu'ils devront donner en plus du temps de classe fait partie de leur temps de travail. Ce qui pose un véritable souci, d'une part parce que ces collègues arriveront-ils dans les établissements, nos camarades du SNUEPP appellent les collègues à ne pas s'engager dans le pacte, mais aussi les collègues qui seront sur le collège ou lycée, donc les professeurs certifiés agrégés des collèges-lycées, devront organiser eux aussi sur leur temps de travail cette réorganisation par groupe interclasse pour que chaque trimestre les élèves changent entre le soutien, l'approfondissement, entre maths et français. Ça fait plusieurs combinaisons, beaucoup de temps perdu qui serait plus utile dans la classe, c'est certain. Je suis désolée, revenir sur le thème qui fâche, mais juste une toute petite question à Baya, parce que vous avez parlé de consignes sur lesquelles vous allez être très attentifs, en fait, à comment vont être expliquées et transmises les consignes pour appliquer cette interdiction. Je voulais savoir pourquoi il fallait être aussi attentif, dans le sens où finalement ça rejoint la liste des signes ostentatoires religieux interdits, donc, comme le voile ou la kippa, ce sera la même règle? Alors, c'est surtout à la méthode aussi à laquelle on va être attentif, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, il est vraiment important de faire vivre le dialogue. D'ailleurs, on l'a vu, parce que je le disais tout à l'heure, on ne va pas sous-estimer, mais on ne va pas surestimer le sujet. On a pu échanger avec des collègues qui étaient confrontés à ce sujet-là et qui nous ont dit, finalement, quand on était dans le dialogue avec les familles et les élèves, dans 95% des cas, ça se résout. Puisqu'on parle quand même de vivre ensemble, c'est quand même un élément qui est important, il nous semble que c'est bien par le dialogue que ces questions-là, qu'on peut sortir de ces questions-là, et donc c'est
c'est surtout à ça qu'on va être attentif. C'est-à-dire que là, ce matin, si j'ai bien suivi, Gabriel Attal a annoncé un certain nombre d'envois de documents voilà, aux recteurs, chefs d'établissement. Donc ça, on va regarder, on sera très attentif à ça. Mais ce sera comme le voile, enfin, si ça rejoint, c'est un élève qui se présente avec une abaya, du coup c'est renvoi chez lui et discussion. Voilà, c'est de voir après discussion avec les parents d'élèves, avec l'élève et s'assurer que le message ensuite peut être compris, entendu et que l'élève reviendra sans son abaya. Et il y a des suites après, comment ça se passe si l'élève refuse? Alors ça, aujourd'hui, on n'a pas les documents. Non, mais avec le voile par exemple. Alors après, c'est vrai que dans les quelques cas de tension qu'on a pu avoir, après il y a des échanges parfois avec, parfois il y a un appui académique qui peut arriver, et puis après si les choses deviennent vraiment très tendues, là les choses se passent un peu moins bien, il y a un peu moins de dialogue, c'est vrai, mais il y a plusieurs étapes de dialogue à respecter. En tout cas, il peut y avoir l'appui notamment d'équipes académiques. En tout cas, c'est arrivé dans certains établissements. Mais pas de conseil de discipline en renvoi obligatoire. Mais non. Non, mais là, je posais la question parce qu'on m'a posé. Non. J'ai une petite question sur le pacte. Quel est votre scénario si ça ne prend pas du tout? Est-ce que vous pensez que quand même vous pouvez obtenir une renégociation du pacte? Ou est-ce que les profs qui vont faire des missions qui rentrent dans le pacte, mais qui vont les faire en heures supplémentaires, en fait, on va les intégrer directement dans un pacte? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que on a regardé aussi quelles pouvaient être l'année dernière dans la discussion, on a regardé quelles étaient les hypothèses. De toute façon, et nous, ce qu'on a déjà dit à Gabriel Attal la semaine dernière, on lui a dit qu'il va falloir très vite se mettre autour de la table sur ce qui s'est passé à la rentrée sur le pacte, sur les chiffres, mais pas seulement, sur par exemple les inégalités femmes-hommes, etc. Et à partir de là, il faudra en tirer les conclusions. On nous a dit qu'il ne faudrait pas aller trop vite sur les conclusions, mais nous, il nous semble que c'est un élément qu'il va falloir regarder rapidement et on reste sur l'idée que si le pacte ne prend pas, c'est bien qu'il y a un rejet de la part des personnels et donc il faut abandonner le pacte et sortir surtout de la logique de contractualisation qui est, je dirais, inhérente au pacte. Parce qu'après, il y a des missions qui peuvent exister et qui ont besoin d'être reconnues et rémunérées. Mais nous, aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est vraiment et notre objectif, c'est d'obtenir l'abandon du pacte. Ouais, dernière question. Je suis désolée, je reviens juste sur l'abaya. Question. La définition, en fait, non mais pour de vrai, mais qu'est-ce qu'une abaya? Parce que j'ai tendance à penser, peut-être à tort, que si une jeune fille arrive avec une robe avec des manches longues et longues, parce qu'il y a une tendance aussi mode, je ne sais pas si vous êtes sur Pinterest, on reçoit plein de notifications, la abaya à la mode, si elle arrive parce qu'elle est dans un quartier où il n'y a pas une concentration musulmane, parce que c'est bien ça le souci, est-ce qu'elle sera traitée de la même façon? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'inégalité dans le traitement du vêtement de la femme, encore une fois, et c'est une vraie question, je l'ai posée à Gabriel Attal ce matin, il a un peu botté en touche, il a dit qu'il ne définirait pas ce qu'est une abaya, mais n'est-ce pas là le cœur du problème en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est un vêtement par destination, c'est ça l'idée. Et donc, si en fonction de l'environnement ou la façon dont la fille se comporte, etc., on se dira, ah bah celle-ci, c'est un signe. Voilà, je trouve que c'est une nébuleuse, alors qu'il y a un vrai problème. Si, c'est effectivement la question, quelle va être la différence entre une robe couvrante et une abaya? Et effectivement, est-ce qu'à un moment, le caractère abaya, est-ce que, pour dire les choses très clairement, est-ce qu'il ne va pas se faire à partir d'autres critères que le critère vestimentaire? Voilà. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, une question qui en ouvre aussi d'autres. Et c'est pour ça qu'on pense que, et on le dit dès le départ, c'est pour ça que pour nous, ce n'est pas, l'abaya n'est pas le premier problème de l'éducation nationale à cette rentrée. Et c'est vrai que la façon dont cette question va être traitée peut aussi être dangereuse sur l'équilibre des établissements. Et c'est pour ça qu'on va faire très attention à ce qui pourra être écrit et diffusé dans les établissements scolaires. C'est ce qu'a dit aujourd'hui la Vigie de la laïcité dans un communiqué de presse. Oui, et bien je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à toutes et à tous. Si besoin, on peut se mettre dans la salle juste à côté pour que je puisse répondre à quelques questions.